Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous voir nombreux ce soir. On n'avait aucun doute d'ailleurs sur la fréquentation, étant donné la qualité de notre intervenant, mais elle est confirmée par votre présence nombreuse ce soir et on s'en réjouit profondément. Quelques annonces comme nous le faisons chaque mois. Vous savez sans doute que demain et dimanche se tient à Hyères la fête du livre, c'est la 4e édition, si ma mémoire est bonne. Donc c'est une belle fête du livre que vous retrouvez sur le stand de la librairie Charlemagne, avec beaucoup d'autres auteurs. Donc c'est au Forum du Casino, hein, c'est en centre-ville. Le 17 mai, je me permets de vous annoncer quelque chose qui peut être intéressant. Au foyer du théâtre Galie de Sanary, il y aurait une table ronde d'une institution, on va l'appeler ainsi, qui a été créée par mon ami Jean Picano, qui a un nom un petit peu pompeux, Centre de recherche sur le patrimoine sanarien. Et donc cette table ronde sera consacrée aux autodafés qui ont marqué l'histoire récente et plus ancienne. J'interviendrai dans cette table ronde avec Gilbert Buty, qui est le président de l'Académie du Var, et mon ami Yves Stalloni, que vous connaissez, puisqu'il intervient régulièrement dans notre café philo, sur le thème « La symbolique du feu ». Pourquoi brûle-t-on des livres? C'est vrai que derrière la symbolique du feu se cache beaucoup de choses. On essaiera de décrypter tout ça. Donc l'entrée est libre et gratuite, c'est le 17 mai à 15h au foyer du théâtre Galie de Sanary. Et puis avec un peu d'avance, j'annonce le dernier café philo de l'année que, suivant la coutume et la tradition, j'anime chaque année. C'est le 14 juin, l'intelligence artificielle, une menace, point d'interrogation, donc un sujet tout à fait d'actualité. Donc ce soir, nous recevons quelqu'un que je suis vraiment très très heureux d'accueillir, parce qu'il est relativement rare dans ses apparitions publiques, même s'il un certain nombre. Il était intervenu à Saint-Raphaël avec mon ami Jacques Atlan, ici présent, il y a un peu plus d'1 an. C'est d'ailleurs comme ça, c'est grâce à mon ami Jacques que je remercie, que j'ai pu contacter Philippe Guillemant. Donc c'est un physicien qui est issu de l'école centrale de Lyon, de Paris, pardon, pourquoi je dis de Lyon? De Paris, bien entendu, non mais Lyon c'est pas ridicule, non, mais de Paris c'est mieux. Donc, c'est un physicien qui a été honoré d'un prix prestigieux, qui est le prix Cristal du CNRS, pour ses applications, les applications de ses découvertes. Il travaillait beaucoup sur l'optique en particulier, sur la vision artificielle, c'est bien ça. Voilà. Et puis depuis un certain nombre d'années, il se consacre à des thèmes qui sont un petit peu iconoclastes en physique, thématiques de la temporalité, de la rétrocausalité. Donc il a écrit des livres fascinants, je le dis, je n'ai pas l'habitude d'utiliser de tels superlatifs. La route du temps, je dois vous avouer que c'est un livre qui m'a profondément troublé. Je lis énormément, en tant que philosophe, je n'ai pas le choix. Je lis souvent par plaisir, parfois par obligation, mais La route du temps, je crois que de tous les ouvrages que j'ai lus ces dernières années, c'est vraiment l'un de ceux qui m'a le plus marqué. Et je le relis de temps à autre, tellement ce livre m'a semblé majeur. La physique de la conscience également, c'est un très beau livre. Le pic du temps, je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas lu, mais je suppose qu'il est aussi tout à fait remarquable. Voilà, donc on est très très heureux d'accueillir Philippe Guillemant dans des conditions un petit peu inhabituelles, puisqu'on n'a pas mis de table pour essayer de vous accueillir le plus nombreux possible. Et on va procéder un peu différemment de d'habitude. D'habitude, on demande après la conférence et avant le débat de dire aux personnes qui veulent dîner ensemble avec nous ce soir et avec le conférencier de lever le doigt. Cette fois, on va le faire dès maintenant parce que la conférence sera peut-être un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Il faut qu'on prévienne les cuisines. Vous êtes nombreux, peut-être qu'on sera nombreux à rester dîner. Donc je vous donne le menu qui nous attend tout à l'heure pour les personnes qui veulent rester avec nous et avec le conférencier. Taboulé au scampi, veau aux champignons, gratin dauphinois, ça c'est la spécialité d'Albert, c'est un véritable bijou. Il y a des gens qui viennent à genoux à l'auberge pour le déguster. Pâtisserie, café et vin compris au prix de 25 €. Donc on va vous demander tout de suite, les personnes qui veulent dîner avec nous tout à l'heure à l'auberge, de lever le doigt et de laisser la main levée un certain temps pour qu'on puisse vous dénombrer
sans prendre de risques et pour qu'on puisse prévenir les cuisines de l'auberge. Donc les personnes qui veulent rester dîner avec nous, levez le doigt pour que Brigitte et Michel puissent vous dénombrer. Laissez la main levée, hein, un petit moment, ne la baissez pas trop vite, sinon après c'est toujours gênant quand on arrive à table et qu'il nous manque des assiettes, qu'il y a des assiettes en tout. C'est bon, Brigitte? C'est fait et fatto. Il y a 2 personnes devant, Brigitte, je les ai comptées, le premier rang. Impeccable. Bon, ben, Philippe, c'est à vous. C'est vous qu'on attend, c'est pas mon propre discours, donc. Bonsoir. 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 Merci d'être venus nombreux ce soir et merci à Philippe pour sa présentation élogieuse. C'est pas une tâche facile pour moi de parler de ces sujets en une petite heure. D'habitude, il me faut beaucoup plus que ça pour arriver à couvrir ce sujet correctement. Donc, je vais essayer d'aller aussi un peu vite, sur certains points, un peu plus. Comme ça va? Comme ça? Bon, vous m'entendez mieux là? Oui, même moi je m'entends bien. Donc, il est question de libre arbitre et de synchronicité. Alors, pourquoi mélanger ces deux questions? Alors, qu'est-ce que c'est d'une part la synchronicité? Ça a été quand même largement défini. Ça a été défini au siècle dernier par le psychiatre Jung, qui, bon, si je ne vais pas reprendre la définition littérale, je vais dire qu'il s'agit d'une coïncidence étrange, c'est-à-dire quelque chose qui déjà par nature se produit extrêmement rarement, ou en tout cas est quelque chose de très improbable, et un état de conscience, un état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la convergence entre une pensée ou un état d'esprit ou une préoccupation à un moment bien précis et la survenue à ce même moment de quelque chose qu'un événement qui dans la réalité vient symboliser ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est considéré habituellement comme irrationnel, parce qu'il n'existe pas d'explication scientifique, enfin, il n'existait pas d'explication scientifique à ce jour. Et donc, justement, toute la question est, pour moi, à travers mes livres et mes conférences, de proposer au public et aux scientifiques, et je passe par le public parce qu'on ne peut pas proposer directement ça aux scientifiques, puisqu'on a affaire à un phénomène qui est très subjectif et qui est difficile à appréhender de manière objective. Donc, si on veut faire comprendre, que ce soit au public ou aux scientifiques, donc ce phénomène, on ne peut pas passer par le circuit normal, c'est-à-dire les publications scientifiques, un comité de lecture, etc., parce que c'est quelque chose de beaucoup trop, à la fois interdisciplinaire et de beaucoup trop subjectif. Deuxième chose, le libre arbitre. Alors pourquoi le libre arbitre? Parce que l'explication scientifique du phénomène de synchronicité fait appel à la notion de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quelque chose de très relatif. Qu'est-ce qui est libre? On ne sait pas trop. Est-ce qu'on est libre de notre cerveau? Est-ce qu'on est libre de notre conditionnement cérébral déjà? On a déjà un niveau de la question. En admettant même que notre conscience n'est pas notre cerveau, que notre conscience peut fonctionner plus ou moins indépendamment de notre cerveau, bien qu'elle soit très corrélée. Est-ce que notre conscience peut être libre? Notre conscience ne serait-elle pas elle-même conditionnée? D'accord? Donc, en réalité, il faut faire appel à un troisième niveau qui ressemble plus au subconscient, quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient pour faire appel au libre arbitre. Mais à ce moment-là, on peut même questionner la question sommes-nous véritablement libres si notre liberté
dépend de quelque chose qui se situe au niveau de notre inconscient, plus exactement de notre subconscient. Donc ça pose un problème, et d'ailleurs de grands sages comme Sri Aurobindo répondaient à cette question en disant que finalement le libre arbitre n'existe pas. Parce que justement, ce personnage savait se relier au fond de soi, au fond de son être, et se rendre compte que finalement, il ne faisait que réaliser la volonté de qui il était profondément. Alors moi, je ne vais pas positionner le libre arbitre dont je parle à ce niveau-là, je vais considérer, disons, ma définition de libre arbitre, sachant que la plupart du temps, et en particulier dans notre société actuelle, nous ne sommes pas reliés au soi, ou nous le sommes très rarement. Je vais considérer que le libre arbitre dont on parle, c'est la liberté que nous avons de nous connecter à notre soi pour réaliser le programme de qui nous sommes profondément. Donc voilà, ça c'est pour bien définir ce dont je parle. Et donc ma conférence s'inscrit dans une conception de la physique moderne qui fait appel à la fois à ce qu'on appelle la mécanique quantique et à la relativité générale. En physique, ces deux grands champs de la physique qui s'intéressent respectivement à l'infiniment petit et à l'infiniment grand, la cosmologie, sont considérés sont totalement incompatibles. Sauf peut-être sur la question du temps, parce que sur la question du temps, il semblerait que finalement, ces deux théories de la physique qui sont les mieux vérifiées par l'expérience s'accordent sur le fait que finalement le temps n'existerait pas. Le temps n'existe pas, ça voudrait dire que notre futur est déjà réalisé. Alors dans quelle mesure? Voilà la question. Mais donc, si notre futur est déjà réalisé, ça pose immédiatement un problème pour le libre arbitre, a priori. Et en fait, ce que je vais essayer de faire dans ma conférence, c'est de vous démontrer qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir un libre arbitre si notre futur est déjà réalisé que s'il ne l'est pas, que s'il est en train de se construire dans le présent. On est tous, tout le monde, je ne crois pas qu'il y ait, sauf peut-être certaines peuplades, je ne sais pas, on est tous embarqués dans l'idée que notre réalité se crée dans le présent. C'est-à-dire que le futur n'existe pas encore, et que notre passé, soit il existe encore, soit il n'existe plus, et on s'en fiche un peu. Et pour ce qui concerne le futur, c'est quand même quelque chose de très important. Donc la première chose qu'on va se dire, c'est bon, et c'est la question que je me suis posée lorsque j'ai écrit mon premier livre et que j'ai voulu résoudre, c'est comment se fait-il qu'on puisse avoir un libre arbitre si notre futur est déjà réalisé? D'accord? Alors je vais essayer de répondre à cette question en utilisant une métaphore qui consiste à réduire la dimensionnalité du problème. Parce qu'en fait, on a du mal à imaginer l'espace-temps dont parle la physique à travers la relativité générale, et qui rajoute une dimension, qui est donc un espace-temps à 4 dimensions. On a du mal à se représenter 4 dimensions d'espace. Lorsque on dit que le futur est déjà réalisé, ça veut dire que le temps, c'est de l'espace. C'est l'espace de tous les événements qu'il faut stocker dans l'univers de notre futur et que nous allons traverser. D'accord ? Donc si on réduit la dimensionnalité de ce problème, ça consiste à dire que tout se passe comme si notre futur, c'était un territoire que nous allons traverser dans le futur. Et nous allons suivre un sentier. D'accord ? Et penser que notre futur n'est pas déjà réalisé, c'est penser que, non, oui, notre futur, je vois bien qu'il n'existe pas encore, il n'est pas là, ou en tout cas s'il existe, je ne le vois pas. En tout cas, il est dans la brume, j'ai bien quelques idées, mais enfin, c'est très brumeux. Donc penser que notre futur n'est pas déjà réalisé, c'est équivalent à penser que nous cheminons sur un sentier dans la brume, et de penser en même temps que ce qu'il y a derrière la brume n'existe pas encore. D'accord ? Croire que le futur n'est pas déjà réalisé, c'est équivalent à penser, pour un randonneur qui se trouve dans la brume, à l'idée que ce qui se trouve derrière la brume n'existe pas encore et se crée sous ses pas. D'accord ? La physique nous apprend, et je vais vous expliquer
expliquer pourquoi incomplètement ensuite, mais là je veux vous faire passer les idées les plus importantes dès le départ. La physique nous apprend que, en tout cas, c'est la théorie la plus cohérente, hein, de loin, parce qu'il y a toujours des remises en question, des contestations. Personne n'est jamais à 100% d'accord. La physique nous apprend à travers aussi bien la mécanique quantique que la relativité, et surtout la relativité, le voyage dans le temps, etc., que le futur est déjà réalisé. La raison pour laquelle les physiciens et les gens en général, tout le monde a tendance à s'opposer à cette idée-là, c'est qu'on pense que s'il est déjà réalisé, c'est qu'on n'a pas, alors on ne peut pas avoir de libre arbitre. Or, je vais utiliser la métaphore que je vous ai parlé pour vous montrer que c'est complètement faux. Et on va passer dans les nuances après. Imaginez que votre futur, c'est exactement la même chose, c'est métaphoriquement équivalent à un territoire que vous allez traverser en cheminant sur des sentiers. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y aurait qu'un seul sentier? Lorsque vous cheminez en montagne, lorsque vous vous déplacez même en ville, vous voyez bien qu'il y a une très grande quantité de bifurcations potentielles. Donc pourquoi voudriez-vous que nous n'ayons pas de libre arbitre, alors que si notre futur est déjà réalisé, il y a toutes les chances qu'il soit réalisé de la même façon que le territoire d'une randonnée est déjà réalisé, même si la randonnée est planifiée, on n'est pas forcément obligé de suivre les sentiers qui sont prévus. D'accord? Alors, maintenant, il faut quand même relativiser cette affaire-là, parce que la physique nous apprend que, oui, il est possible qu'il y ait effectivement une infinité de sentiers différents que nous pourrions prendre, c'est vrai, on l'a constaté. C'est ce qu'on appelle la notion de multivers. C'est-à-dire que la physique reconnaît, bon, il existe plusieurs sortes de multivers, mais je vais vous parler uniquement de celui qui nous intéresse. La physique reconnaît l'existence d'un multivers qui contiendrait réellement toutes les possibilités que nous aurions de mener notre vie. Toutes les possibilités, c'est-à-dire le choix que nous pourrions faire, et il y en existerait des myriades, mais pour préserver un dogme, le dogme du déterminisme scientifique, les physiciens préfèrent dire qu'il existe des myriades de doubles de nous-mêmes tout à fait conscients qui vivent ces vies alternatives. C'est-à-dire que toutes les meilleures vies que vous pourriez avoir vous-même, mais vous n'allez pas les vivre parce que ça ne va pas être votre choix, seront vécues par d'autres vous-même et sont même vécues simultanément maintenant par d'autres vous-même ailleurs, et toutes les bêtises que vous auriez dû faire sont réellement faites par d'autres vous-même ailleurs. Ça, c'est le credo, évidemment, que tous les physiciens ne partagent pas, et on va dire que c'est la pensée mainstream actuelle. Il y a de grands physiciens comme Brian Greene et Max Tegmark aux États-Unis qui ont repris ça dans leurs livres, et même Thibaut Damour en peut parler de manière un petit peu moins franche, mais bon, disons que c'est une pensée qui est quand même partagée par énormément de grands physiciens. Et donc moi, ce que je pense, pour des raisons d'une part qui tiennent à mon expérience personnelle de la physique, à travers mon expérience sur le développement des réseaux de neurones, de la mécanique du billard, etc. Moi, je pense que les arguments qui consistent à parler de l'existence réelle de ce multivers ne tiennent pas, et qu'il n'existe aucune autre raison que purement dogmatique de vouloir absolument que ce multivers ne nous appartienne pas. Si on dit que maintenant ce multivers nous appartient, ça pose malgré tout un problème important, c'est que la meilleure théorie physique actuelle qui nous parle du futur déjà réalisé, c'est une théorie qui nous dit que ce futur est unique, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'une seule façon de vivre notre vie. C'est aussi la raison pour laquelle le multivers est considéré comme appartenant à d'autres doubles de conscience de nous-mêmes. Alors comment résoudre ce problème? D'abord, comment rendre compatible l'idée que nous sommes potentiellement libres de cheminer sur un chemin, mais que finalement
tout est écrit, c'est-à-dire que les choix que nous allons faire en face d'une bifurcation sont programmés d'avance. Regardez l'image qui se trouve en bas à gauche sur la figure. Vous voyez tantôt une jeune femme, tantôt une vieille femme. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de voir soit l'une, soit l'autre. Et vous ne pouvez pas trop le commander. C'est quelque chose que votre cerveau vous impose. Donc c'est votre cerveau qui vous impose de voir soit l'image d'une vieille femme, soit l'image d'une jeune femme. Ça montre quoi? Ça montre que la possibilité que la réalité soit composée des deux simultanément est tout à fait possible, par contre que notre cerveau ne l'accepte pas. C'est un petit peu analogue au multivers, c'est-à-dire que il est tout à fait possible, théoriquement parlant, que le multivers existe, le multivers où nous avons potentiellement toutes ces myriades de possibilités alternatives de vivre notre vie. Il est tout à fait possible qu'il existe, mais qu'on ne le détecte pas parce que notre cerveau nous l'empêche. Et imaginez que cette jeune femme soit à la bifurcation, mettons sur le parcours à droite, en train de vous regarder. Si vous voyez que c'est une vieille femme, ben, vous allez tourner à gauche. Si vous voyez que c'est une jeune femme, vous allez tourner à droite. Et donc finalement, vous allez avoir un conditionnement cérébral qui va vous dire quelle est la route qu'il faut prendre. Et en fait, ce conditionnement cérébral qui vous fait faire vos choix, c'est quelque chose d'absolument général. C'est tellement général qu'on peut considérer que votre parcours, bien qu'il soit potentiellement libre, ne l'est pas. Et donc, ça permet à l'univers de conserver une structure bien déterminée dans le futur, malgré le fait que nous aurions potentiellement un libre arbitre que nous n'exploitons pas. Pourquoi? Alors, je vais essayer de répondre d'abord à 4 ou 5 questions fondamentales qui résument toute cette conférence, parce que je préfère vous faire saisir le fond avant de rentrer dans le détail. Première question, le chemin au-delà de la brume existe-t-il déjà? Réponse, oui. C'est ce que voilà. Donc déjà, on sort de l'illusion. Dans ce cas, pourra-t-il y avoir des bifurcations et donc des choix à faire? Réponse, oui. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que notre futur existe déjà que nous ne pouvons pas avoir de libre arbitre. Troisième question, pourtant, nos choix ou bifurcations ne seront-ils pas conditionnés par notre cerveau? Ben oui. Et donc, finalement, le libre arbitre, c'est pas aussi simple. Et quatrième question, mais si un multivers s'offre à nous de choix, ne devrait-il pas subsister des choix effectués en dehors du cerveau? Oui. Oui, parce que sinon, le multivers n'existerait pas. Parce que le multivers contient des potentialités, mais il reste à nous de les activer. Et dans ce cas, ces choix peuvent-ils se faire en dehors des bifurcations? Voilà toute l'essence. Voilà le point essentiel de ma conférence qu'il est très important de comprendre. Parce que d'habitude, les scientifiques nient l'existence du libre arbitre en faisant des expériences, les neuroscientifiques, qui montrent que par exemple, lorsqu'on demande à quelqu'un de faire un choix, ou de prendre une décision, lors d'une expérience où on lui met des neurones sur la tête, des capteurs, des électroencéphalogrammes, ils arrivent à démontrer qu'on met en évidence l'existence d'une activité cérébrale correspondant à la décision avant que la conscience émerge chez le sujet. Ce qui fait dire que la conscience provient du fait que le cerveau a pris la décision et rend ça conscient après, ce qui veut dire que nous ne sommes pas libres. Cela dit, c'est discutable parce qu'on ne sait rien sur le lien entre la conscience et le cerveau. Et si on renversait le temps pour dire que finalement la vraie mécanique a lieu en sens inverse du temps, ça remettrait ça en question. Mais là, je ne parle pas de ça. Je dis simplement qu'est-ce qui est véritablement négateur du libre arbitre dans cette affaire? Est-ce que le choix n'aurait pas pu être fait à un tout autre moment? Puisque le cerveau est conditionné aux bifurcations, ok, mais si le randonneur qui se trouve devant une bifurcation, avant d'y arriver, il s'assoit sur une pierre et il fait une séance de méditation,
il va changer son état d'esprit. Et il va peut-être pas faire le même choix. Donc l'idée que nous pourrions ne pas avoir de libre arbitre, soi-disant parce qu'on fait des mesures sur le cerveau et qu'on s'aperçoit que la conscience, elle arrive après, quelques centaines de millisecondes après, n'est pas un argument qui pourrait nier la possibilité de libre arbitre. Et donc, pour résumer, pour revaloriser cette possibilité du libre arbitre et vous montrer comment on peut arriver à comprendre qui nous sommes, grâce à la nouvelle vision de l'espace-temps que nous donne la physique, je vous résume ma conférence avec un deuxième slide qui consiste à dire, bon, ok, on prend acte du fait qu'il existe un multivers qu'on peut visualiser sous la forme d'un arbre de vie, que vous voyez en haut à gauche, que ce multivers, à l'intérieur de ce multivers, nous cheminons à l'intérieur d'une branche particulière qui correspond au cylindre que j'ai représenté en haut à droite, qui est un cylindre invisible qui oriente pas tout le reste de notre vie et qui respecte ce qu'on appelle le déterminisme scientifique, c'est-à-dire que selon la théorie de l'univers Bug-Einstein, cette chose-là existe, mais ne bouge pas. D'accord ? Mais, si on envisage la possibilité que cela bouge, parce que la seule raison pour laquelle on ne le ferait pas bouger est d'origine purement dogmatique, c'est le déterminisme scientifique fondé sur l'usage d'équations qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité, parce que la réalité, elle est discontinue, elle est pleine d'informations, alors que les équations utilisent une quantité d'informations infinie et l'hypothèse de continuité de l'espace. Enfin bon, ça c'est entre parenthèses. On peut très bien modifier, on peut très bien adapter l'existence de ce tunnel invisible qui oriente nos pas et dire qu'il peut prendre différentes formes à l'intérieur de l'arbre de vie qui se trouve à gauche, c'est-à-dire à l'intérieur du multivers, à condition de permettre des commutations de la même façon que le ferait un GPS qui nous oriente pendant qu'on marche ou pendant qu'on roule en voiture. Imaginez que votre conditionnement cérébral est métaphoriquement équivalent à un GPS qui vous envoie vers une destination déjà programmée d'avance et qui vous dit par où il faut passer. Ça ne vous prive même pas de votre libre arbitre. Parce que, à tout moment, vous êtes capable de dire « Bon, ben, la dame me dit d'aller tout droit, moi je vais tourner à droite. » Et que va faire le GPS? Il va recalculer votre parcours et ceci va préserver la structure de l'univers. On pourrait très bien imaginer un super GPS, on pourrait même imaginer que l'univers entier, le bloc espace-temps entier, est comme un super GPS qui est capable de nous préserver notre libre arbitre en permettant à chacun d'entre nous de faire n'importe quoi alors que son chemin est déjà prévu, dans la mesure où ce n'importe quoi peut être géré en commutant les lignes temporelles d'autres personnes qui sont reliées à vous. C'est-à-dire que si vous ne réalisez pas tel programme qui vous amène à rencontrer quelqu'un, ok, cette personne ne vous rencontrera pas, vous allez changer localement sa vie, mais si vraiment l'univers a besoin, pour préserver sa structure, de préserver cette rencontre, il va pouvoir envoyer dans le futur un autre chemin pour que finalement vous la rencontriez malgré tout. C'est-à-dire que le fait que nous ayons un destin, et vous allez voir qu'on va quand même le faire bouger ce destin, mais le fait que nous ayons un destin n'est absolument pas compatible avec notre libre arbitre parce qu'il est possible d'imaginer des logiques extrêmement cohérentes de l'espace-temps qui sont comme un super GPS qui vous permettent de malgré tout choisir votre chemin. C'est-à-dire qu'il nous reste à minima le choix du chemin. Et ça, on peut même le démontrer puisque la physique nous explique que simplement en prenant un générateur quantique de nombres aléatoires, on est capable de créer deux univers. D'accord ? L'univers où on va tirer un zéro
et où on va satisfaire un programme, et l'univers où on va tirer un 1, et on va satisfaire un autre programme. C'est une variante de, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le chat de Schrödinger, le chat qui est à la fois mort et vivant. Bon, on s'en fiche. Prenons ça, intéressons-nous à ce qui importe de cette expérience dans notre vie quotidienne, c'est qu'on pourrait nous-mêmes faire le choix à partir d'un générateur quantique de nombres aléatoires. Et dans ce cas-là, les physiciens sont obligés d'avouer que vous avez créé deux univers vous concernant. Et mes travaux, parce que mes travaux montrent que tout ceci, on peut le généraliser à l'échelle macroscopique, montrent qu'en fait, il n'y a pas besoin de générateur quantique de nombres aléatoires, et c'est que dans la vie quotidienne, on a véritablement cette liberté, c'est-à-dire qu'il se crée, bon, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais en théorie, il y a d'univers potentiels qui vont correspondre à tous les choix que nous n'avons pas fait et que nous aurions pu faire, et qui par conséquent signifie que donc, nous avons malgré tout un libre arbitre. Ça ne dérange pas l'univers si cet univers possède effectivement un super GPS. Le problème que ça pose, c'est que vous n'avez aucune idée de comment faire ces choix. En général, on n'a pas idée de... On est conditionné, on est sur un parcours habituel où on agit raisonnablement, où on agit émotionnellement, où on agit égotiquement. Donc ces trois sources de conditionnement, l'ego, le mental, la raison et l'émotion, l'émotionnel, vont en quelque sorte fabriquer une autre couche du GPS, vont nous conditionner à faire des choix, et la question de savoir si on va modifier ou pas localement la structure de l'univers ne se pose même pas. Donc, on est sur quelque chose de délicat, et si ce que je vous dis était valable, ça voudrait dire qu'il nous manque l'information pour nous dire oui, mais où est-ce qu'on va finalement, c'est-à-dire la boussole. À quoi ça sert d'avoir un libre arbitre si on ne sait pas comment utiliser notre libre arbitre? Et donc, ça c'est le point clé de ma conférence, qui va être de vous expliquer qu'en fait nous avons une boussole tout à fait naturelle qui est la boussole de l'émotion, et plus particulièrement parmi les émotions, donc les émotions les plus élevées, les plus pures, que sont la joie et l'amour. Le grand philosophe Spinoza, qui ne croyait pas au libre arbitre, ceci dit, il n'avait pas les éléments que la physique aujourd'hui possède pour y croire. Le grand philosophe Spinoza considérait que ce qui est à la source de toute notre pensée même, ce qui arrive en premier dans notre conditionnement d'humain, c'est d'abord nos émotions, et en particulier donc l'émotion de joie. On mettait la joie par-dessus tout. On disait que l'amour c'était une déclinaison de la joie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de physiciens qui apprécient sa pensée. Spinoza était quelqu'un qui ne croyait pas au libre arbitre, mais il n'avait pas les éléments que nous avons aujourd'hui et qui nous permettent de comprendre que nous devons composer non seulement avec notre passé, mais aussi avec notre futur. Si Spinoza avait eu ces éléments en tête, il aurait probablement remis en question son idée que le libre arbitre n'existe pas. Donc ça c'est le résumé de ma conférence. Maintenant je vais aller vite sur les... J'ai fait combien là? 25 minutes, voilà, c'est bon. Je vais aller vite, je vais pêcher un peu à droite à gauche parce que je ne pourrais pas tout faire, mais je voulais au moins vous donner l'essentiel. Donc ça, c'est pour dire que la théorie que je propose dans mes livres depuis 10 ans et dans bientôt une centaine de conférences, c'était une théorie qui était une théorie métaphysique au départ, mais entre-temps j'ai fait pas loin d'une dizaine de publications, dont 2 et bientôt 3 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture, donc on va dire en bonne et due forme, et par conséquent ce n'est plus une théorie métaphysique, c'est une théorie scientifique. Et j'ai également été invité dans 5 colloques interdisciplinaires scientifiques à présenter donc cette théorie. Voilà, donc je passe rapidement là-dessus.
Je me demande si c'est raisonnable d'essayer de vous faire comprendre le voyage dans le temps. Est-ce que vous avez envie? Je vais essayer de vous le résumer à la vitesse de la lumière. De faire un effort. Pourquoi est-il possible de voyager dans le temps? Parce que la lumière voyage à vitesse constante. La lumière, quel que soit le repère dans lequel vous vous trouvez, sa vitesse est une constante. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un jumeau, restez sur Terre et un jumeau qui se trouve dans une fusée, c'est pas parce que la fusée se déplace que la vitesse de la lumière vue de la fusée va être moindre que la vitesse de la lumière normale. D'accord ? Et si on prend par exemple un rayon lumineux qui est envoyé par le jumeau resté sur Terre à 1 km et puis un réflecteur et elle revient, le jumeau mesure le temps, son frère qui est dans la fusée fait exactement la même chose, sa fusée se déplace à vitesse constante, il va mesurer le temps, ça va être exactement le même. D'accord ? De toute façon, ils sont tous les deux dans des repères qui se déplacent. Et là, ce que j'ai représenté, c'est ok, donc le jumeau qui est dans la fusée, il mesure exactement la même vitesse, le même temps de trajet de la lumière aller-retour réfléchi sur le réflecteur à droite, que celui qui est resté sur Terre. Mais celui qui est resté sur Terre, s'il veut faire le calcul du temps qu'a mis le faisceau pour revenir dans la fusée, il ne va pas trouver le même résultat parce que pendant ce temps-là, la fusée s'est déplacée. Et si la fusée se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, eh bien le trajet que va faire le faisceau envoyé par la fusée va être un trajet triangulaire, mais avec un angle extrêmement obtus, qui va faire que le temps que va mettre, pour le voyageur resté sur Terre, le temps que va mettre le rayon lumineux à revenir dans la fusée va être énorme. Alors que le type qui est dans la fusée, il pense qu'il a vécu exactement le même temps que le type qui est resté sur Terre. Voilà, si vous avez compris ce truc-là, ça c'est facile à comprendre. Vous avez compris pourquoi quand on se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps est dilaté. D'accord ? Et à cause de ça, simplement à cause de ça, si le jumeau va suffisamment loin et à une vitesse suffisamment proche de celle de la lumière, quand il revient sur Terre, eh ben, peut-être que son jumeau est mort, alors que lui, il a vieilli d'1 an. D'accord ? Et oui, vous n'avez pas vu le film Interstellar ? Voilà, bon, mais ça, ce sont des choses qui sont démontrées par l'expérience, alors non pas parce qu'on a envoyé des gens qui ont vieilli, mais parce qu'on a fait des mesures de temps à partir d'horloges atomiques qui sont allées, par exemple, qui ont été emportées dans des avions pendant que d'autres horloges atomiques restaient sur Terre, donc c'est vérifié par l'expérience. D'accord ? La question que ça pose, c'est est-ce que c'est imaginer que, par exemple, bon, c'est une expérience de pensée, mais le jumeau s'en va avec sa fusée, bon, il a les moyens de ne pas périr aux accélérations foudroyantes, donc disons que pendant quelques minutes, il fait son aller-retour, il revient sur Terre, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que ça veut dire qu'il a vécu un temps de création de l'univers accéléré, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien eu, pendant le temps ces quelques minutes-là, une création de l'univers pendant des dizaines, des centaines d'années, jusqu'à la fin du monde, même des milliers d'années? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter? Ou est-ce que c'est parce qu'il a voyagé dans le temps et que quand il se retrouve dans le futur, son frère il est encore dans le passé? En fait, si la première explication était bonne, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien eu une création accélérée de l'univers, ça voudra dire que partout dans l'univers, le futur est en train de se créer devant soi. D'accord? Puisque, en fait, dans le deuxième cas, il revient au même moment. Il revient au moment de la fin du monde. Enfin, c'est le même moment. Donc, ça voudrait dire que le temps présent existe. C'est-à-dire que sa dilatation du temps qu'il a vécu en faisant ce voyage est juste le fait que c'est un peu comme s'il avait dormi pendant... Oui, parce que quand on dort, on perd la conscience. Un peu comme s'il avait dormi pendant que le monde, que la fin du monde
se déroule. En fait, cette interprétation ne marche pas parce qu'elle suppose un temps créateur, elle suppose l'existence d'un présent, qui est composé d'un front créateur à partir duquel le futur n'existe pas encore et se crée maintenant, et avant lequel le passé est déjà créé. Et en fait, ça n'existe pas parce qu'on a un énorme problème avec les horloges. Oui, on a un énorme problème que l'utilisation du GPS, la simple existence de technologie du GPS, c'est vrai que les GPS ne pourraient pas fonctionner si on ne faisait pas des corrections relativistes pour tenir compte du fait que le temps n'est pas le même dans les satellites que sur la Terre, ou en déplacement les uns par rapport aux autres. Ceci engendre l'impossibilité d'une chronologie, c'est-à-dire que la chose incontestable, c'est qu'il est impossible de s'entendre s'il existait un présent à partir duquel le futur ne serait pas encore créé, il serait impossible de s'entendre sur où est ce présent. Parce que vous auriez des repères, il suffit que quelqu'un se déplace très vite par rapport à vous, ou alors qu'il se déplace très lentement, mais qu'il est loin de vous. Hein, donc il y a deux conditions. Soit quelqu'un se déplace très vite par rapport à vous, soit il est très loin de vous et il peut se déplacer très lentement. Dans ces deux situations-là, cette personne pensera que soit vous êtes dans son passé, soit vous êtes son passé, il va faire des calculs, il va considérer que vous êtes passé, vous existez, vous êtes dans son passé. Ou alors il va vous dire non, vous ne pouvez pas exister, vous êtes dans son futur. Bien entendu, il ne pourra jamais le vérifier. Mais en tout cas, ces calculs auront comme conclusion qu'il est impossible de trouver le moyen de faire un calcul pour savoir si, à quel moment correspond la vision qu'il a de vous. Est-ce que c'est... Alors bien sûr, ça va être dans le passé si vous êtes loin, mais est-ce que c'est dans le passé un peu plus loin ou un peu plus près? Enfin bon, c'est très compliqué. Vaut mieux pas rentrer dans ce genre de détails. Enfin voilà, il y a Marc Lachaiseray, un collègue du CNRS qui est directeur de recherche, qui n'arrête pas de faire des conférences là-dessus, donc je vous conseille d'écouter ces conférences, vous pouvez les trouver sur Internet. Donc il n'arrête pas d'expliquer, mais lui il prend toute une conférence entière pour expliquer l'impossibilité d'une chronologie. Donc voilà, je serais vraiment très fort que d'arriver à vous le faire sentir en quelques secondes. Donc là, tout ce que je vous ai dit, c'est donc un certain nombre d'arguments pour vous montrer que le futur est déjà réalisé, mais en fait, il en existe beaucoup plus. Voilà, les arguments qui m'ont convaincu d'écrire un livre là-dessus, c'est des arguments qui se limitent à 3 arguments physiques, plus l'existence du phénomène de synchronicité. Parce que là, je vais essayer d'en parler à un moment donné. Pour moi, l'existence du phénomène de synchronicité exige une explication scientifique, et cette explication ne peut se concevoir que si le futur est déjà réalisé. Il est impossible de provoquer des synchronicités, impossible de vivre des synchronicités si le futur se créait dans le présent, si notre futur n'existait pas encore. Parce qu'on a affaire dans les synchronicités à des collisions de réalité, en quelque sorte, qui ne peuvent s'expliquer que si on a des branchements aux bifurcations qui font qu'il y a des commutations de réalité. Ça, je vais y venir après. Je vais passer rapidement sur les autres arguments, notamment ceux qui viennent de la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, on s'aperçoit que le temps n'existe pas, et ce faisant, on s'aperçoit qu'il pourrait même y avoir une rétrocausalité descendante, c'est-à-dire que des événements du futur pourraient, en apparence, influer les événements du passé. Bon, je vais passer là-dessus. Ce qui va peut-être vous intéresser, c'est qu'il existe des arguments non physiques que les physiciens ont l'habitude d'ignorer complètement, parce que ce n'est pas considéré comme scientifique. Donc le phénomène de synchronicité, j'y reviendrai, l'existence des phénomènes aériens non identifiés, ou qui est probablement le dossier le plus puissant pour démontrer la réalité de l'existence du futur, et aussi de technologies qui permettent de se déplacer dans l'espace-temps d'une manière qu'on ne sait pas reproduire à l'heure actuelle.
les expériences de mort imminente ou de sortie du corps. Donc les pans et les ovnis démontrent d'une manière absolument flagrante les dilatations du temps, hein, la possibilité de dilater le temps. Les EAMI démontrent clairement, enfin ne démontrent pas, le montrent la possibilité de vision du futur et la sensation de sortir de l'espace-temps. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Les perceptions extrasensorielles et prémonitions. Alors, vous savez que tout de même, là, ces 4 premiers, 9, 10, 11, 12, vous avez des expériences scientifiques qui sont faites aujourd'hui, à ce jour, et assorties de publications dans des revues à comité de lecture, tout de même. Hein. Donc, c'est quand même, simplement, on ne fait pas ça en France, hein, où ça commence à bouger un petit peu, mais si vous voulez, nous, on est très en retard. Hein, je veux dire, tous les autres pays ont compris depuis longtemps, les Américains et les Russes en premier. Simplement, ils ne veulent pas le dire, parce qu'eux aussi, ils ont un public un peu, franchement, pas terrible. Enfin, un peu à la masse, on va dire. Mais disons que il n'y a qu'en France qu'on n'ose pas parler de ces choses-là, alors qu'il y a de la recherche scientifique tout à fait sérieuse sur ces phénomènes-là, à l'étranger. Donc, voilà. Perception extrasensorielle, information du futur, trans-chamanique, expérience, état de conscience modifié. Dans ces expériences apparaissent des souvenirs du futur. Enfin, après, ça devient difficile de faire la différence. Dans les guérisons spontanées, qui sont notamment provoquées par certains états de trans ou expériences de mort imminente, on observe des témoignages de guérison spontanée dans lesquels la personne vous explique que c'est parce qu'on lui a demandé de choisir. Voilà, etc., etc. Et donc, si vous voulez, ça fait... Bon, voilà. Mais alors, la question que je posais là, c'était de demander, mais pourquoi n'en discute-t-on pas, hein? Pourquoi n'en discute-t-on pas? Pourquoi la science refuse-t-elle les phénomènes non physiques, alors que les phénomènes non physiques permettent de mieux comprendre la physique? Parce que, en fait, vous ne verrez pas beaucoup, même dans... J'ai 2 super bouquins, là, des bandes dessinées. Une bande dessinée Quantix, et une autre bande dessinée, Le mystère du monde quantique, qui sont d'excellentes bandes dessinées, qui sont apparues dans ces dernières années. Quantix, c'est tout récent. Qui sont donc réalisées en collaboration avec des physiciens tout à fait sérieux, et qui couvrent vraiment des choses absolument extraordinaires, des phénomènes extrêmement étranges, etc., mais des choses incroyables. Mais ils n'abordent pas la question du futur déjà réalisé. La question du futur déjà réalisé, elle fait l'objet d'une autocensure chez les physiciens. Parce que c'est quelque chose qui, effectivement, si on la met sur le débat public, ça va ramener tout ça. Ça va ramener tous les arguments non physiques, et ça, c'est interdit d'en parler. D'accord? On n'a pas le droit, en science, d'introduire ce genre de sujet. Ça vient du fait que nous avons une vision mécaniste, persistante, qui sous-tend le fonctionnement de toute la société. Si effectivement, demain on disait oui, les EMI prouvent l'existence d'une vie après la mort, oui, les ovnis existent, vous chamboulez toute la société. Ça fait un mal fou à l'économie. D'accord? On est enfermé dans une dizaine de croyances persistantes qui sont utiles pour finalement maintenir notre système économique tel qu'il est. Bon, vous pouvez les lire, je ne vais pas vous les dire, et c'est quelque chose qui relève de l'illusion mécaniste, c'est-à-dire de l'illusion que tout a une cause qui est située dans le passé, alors que ce que je viens de vous expliquer, c'est que nous devons vivre avec l'idée que notre futur est déjà en train de se construit depuis bien longtemps, et qu'il est plus intelligent, et que développer une plus grande intelligence consisterait à développer les concepts qui nous permettent de travailler en même temps avec notre futur et avec notre passé. Bon, mais je ne vais pas insister là-dessus, je vais simplement vous expliquer d'où vient le fait que la science contredit ces 10 croyances persistantes, d'accord?
C'est-à-dire que depuis des décennies, les plus grands progrès de la physique et de la science en général ont foutu par terre le modèle mécaniste. Moi, si je fais des conférences aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu au meilleur moment de ma jeunesse. J'ai été fasciné par les découvertes de la physique, pas seulement en mécanique quantique, mais aussi théorie du chaos, etc. Et donc vous avez par exemple le phénomène de non-localité qui fait appel à ce qu'on appelle un hasard quantique, un hasard qui n'a pas de cause et qui pourrait être, qui est une sorte d'invitation à remettre en question l'idée que l'âme n'existerait pas. Ça pourrait même définir quelque part les moyens que l'âme a d'exister par le hasard quantique. Vous avez l'indéterminisme macroscopique sur lequel je travaille, sur lequel je publie, qui est quelque chose qui nous démontre que même au niveau macroscopique, à l'échelle humaine, il existe un indéterminisme et que donc nous avons un libre arbitre potentiel. Vous avez donc les preuves que nous avons aujourd'hui de la réalité de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire notre futur est déjà là, c'est-à-dire qu'il est rempli d'informations, et donc la causalité doit s'accompagner d'une causalité inverse, et donc nous ne pouvons pas être des machines biologiques, c'est impossible. Une machine se définit par un ensemble d'opérations, d'instructions, etc., qui font que le comportement de cette machine est parfaitement déterminé par son passé. D'accord ? Il n'y a absolument aucune prise en compte d'informations du futur dans la structure d'une machine. Ceci est la différence fondamentale entre nous et une machine. Ça, c'est quelque chose de vraiment clair et net. On ne peut pas... Et la conscience ne peut pas être le produit du cerveau, parce que, c'est même plutôt le contraire, parce que d'abord la matière n'existe pas, je vais en parler rapidement, et ensuite le vide n'est pas vide, et contient énormément d'informations qui interagissent avec notre réalité. Par exemple, les ondes gravitationnelles, est-ce que vous croyez que c'est... On ne vous dit pas que ce sont des ondes de vide, ce sont des ondes de rien. Les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes d'espace. Ce sont des ondes de rien, il n'y a pas de matière, ce ne sont pas des ondes de matière. D'accord ? Les informations non physiques existent. D'accord ? Mais il n'est pas permis de dire ça dans le grand public comme ça. Bon, moi je vous le dis, les informations non physiques existent, et ces informations non physiques interagissent avec notre réalité, et évidemment, et pour d'autres raisons, la conscience ne peut pas être le produit du cerveau, rien qu'à cause de ça, puisque la conscience n'est pas un phénomène matériel. Alors, je ne peux pas passer trop vite là-dessus, je vais le faire. La réalité composée d'espace, de temps et de matière n'existe pas, ceci est clair et net. Platon avait raison avec son allégorie de la caverne, et vous avez une version moderne de cette allégorie qui s'est exprimée dans le film Matrix. Le film Matrix, bon, il ne faut pas regarder ce qui se passe de l'autre côté, mais il vous montre, et puis n'importe quel système de réalité augmentée vraiment chiadé est capable de vous démontrer que ce que vous pouvez vivre est quelque chose qui pourrait très bien ne pas correspondre à la réalité. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que ça correspond objectivement à soit des vibrations, à des vibrations de l'information et de l'énergie. C'est-à-dire que le statut de l'espace de la matière disparaît comme réalité objective, et l'espace et la matière sont remplacés par des informations et par des vibrations de l'énergie. L'espace ne peut pas exister parce qu'il est non local, il est déformable, troué, pixelisé, en vibration. C'est pas de l'espace, ça ne peut pas être de l'espace. Et la matière n'existe pas parce que plus on zoome dessus, d'abord on se rend compte que c'est du vide, et plus on zoome dessus, plus on se rend compte que c'est du vide, et au final, on est obligé de faire appel aux équations pour découvrir que ce sont finalement des vibrations. Et la réalité n'est pas composée de choses qui sont présentes en un point de manière bien déterminée et qui se déplacent dans le temps. La réalité est composée d'événements qui ne sont jamais parfaitement définis et qui ont simplement une densité de probabilité d'exister. Bon. Nous sommes tous reliés. Bon, je ne vais pas développer cette affaire-là, mais si vous voulez vous souvenir de ce qu'est la réalité
est composé de vibrations, d'informations et d'énergie qui sont produites par la conscience pour fabriquer les sensations d'espace, de temps et de matière du monde qui nous entoure. Les physiciens aujourd'hui sont acquis à l'idée que le temps émerge de l'activité de notre cerveau, que l'espace lui-même émerge de quelque chose qu'on ne comprend pas très bien encore. D'accord ? Alors, je vais essayer d'aller vite sur... Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le point sur la question du temps, c'est qu'on peut considérer notre futur comme un territoire à l'intérieur duquel on se déplace et on reste conditionné parce qu'on ne va pas sortir des sentiers habituels, mais on pourrait malgré tout sortir des sentiers. De toute façon, on serait quand même ramené vers notre destin comme un GPS peut le faire. Donc ça veut dire que évidemment, le passé existe encore, le futur est déjà là, et que le futur devrait influencer le présent. Et donc, si on considère maintenant, mais je vais passer là-dessus parce que je l'ai souvent fait, ça, la différence entre le cerveau et la conscience, c'est que le cerveau, il est aveugle. Le cerveau, c'est quelque chose qui ne peut pas produire de conscience d'ailleurs, et qui va cheminer, qui va faire ses choix, mais de manière parfaitement déterminée, parce que comme il n'aura à aucun moment conscience de la possibilité qu'il existe des bifurcations. Alors que la conscience, c'est différent, parce que la conscience, elle est capable d'avoir conscience du temps présent. Mais aucune conscience du temps présent ne peut exister sans une certaine épaisseur de temps, c'est-à-dire que la conscience est capable de détecter ce qui est en train d'arriver. Et à l'intérieur de ce qui est en train d'arriver, la conscience est capable de détecter qu'il peut y avoir des possibilités de choix, que ce soit en regardant les autres faire des choix, tiens, il aurait pu faire ça, etc., ou que ce soit soi-même en se promenant, ou en réfléchissant à des situations dans lesquelles on a des choix à faire, et qui peuvent être des cas de conscience, d'accord ? En fait, dans une réalité simplifiée, où on dit, bon ben voilà, tout se passe dans la vie comme si on se retrouvait en permanence, de temps en temps en phase de bifurcation, c'est comme si nous avions la vision du futur. C'est comme si nous avons la vision du futur immédiat, alors que le cerveau ne l'a pas. Le cerveau, lui, il est esclave de ce que va décider la conscience à ce niveau-là, à condition que la conscience ne soit pas conditionnée. D'accord ? Parce que comme le temps n'existe pas, le futur est déjà perçu. Donc ce qui est déjà perçu, c'est également la possibilité qu'il existe un choix. Et d'ailleurs, il y a eu des études psychologiques, des études scientifiques qui ont montré que la conscience ne fonctionne pas comme le cerveau. Et des études, je crois que ça a été publié dans Science et Vie il y a quelques années, qui ont montré que lorsqu'on essayait d'analyser les choix que font les gens, on s'aperçoit que finalement le cerveau, entre guillemets, plutôt la conscience, a un fonctionnement quantique. C'est-à-dire que le cerveau considère toutes les possibilités simultanément. En fait, c'est pas le cerveau, c'est la conscience. Parce que le cerveau, on sait qu'il ne peut pas, il n'y a pas d'intrication, il n'y a pas ce fameux phénomène de décohérence, etc. Le cerveau n'est pas capable de maintenir la possibilité de plusieurs réalités simultanées. C'est pas le cerveau qui fait ça, c'est la conscience. Donc il a été démontré en psychologie que dans la stratégie qu'on a pour faire des choix, pour prendre des décisions, notre cerveau, entre guillemets, c'est-à-dire notre conscience, adopte un fonctionnement quantique, c'est-à-dire qui suppose la coexistence de plusieurs réalités simultanément. Bon, je vais passer vite là-dessus. Donc, moi, je fais... Alors, ça, je ne vais pas trop le développer. Donc, vous avez peut-être entendu parler de la théorie des cordes, qui a besoin de rajouter 6 dimensions supplémentaires à notre espace-temps. Je ne vais pas vous embêter là-dessus, ce sont des dimensions extrêmement petites. Moi, j'ai découvert à travers des calculs de billard, beaucoup plus simples, enfin compliqués quand même, qu'il est nécessaire de rajouter 6 dimensions supplémentaires à notre espace-temps si on veut arriver à conserver une physique déterministe, c'est-à-dire à décrire tout cet éventail de myriades de possibilités alternatives que nous avons de réaliser notre vie. D'accord ? Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça veut dire qu'il faut rajouter 2 niveaux à notre réalité. Il faut rajouter 2 niveaux d'information non physique. Il faut rajouter un niveau d'information
qui va correspondre à notre conscience, et plus particulièrement les choix qu'elle fait dans notre vie quotidienne, et un niveau d'information qui va correspondre à notre subconscient et qui correspond clairement au soi de Jung. Mais ça, j'en parle pas évidemment dans cette publication, mais elle a quand même ce genre de conséquences. Donc les conséquences de ces dimensions, alors si vous voulez comprendre ce qu'on appelle dimension supplémentaire de l'espace-temps, il faut comprendre que c'est analogue à ce qu'on appelle la gravité quantique. Alors là, si vous voulez comprendre, ça va être encore plus dur. Donc il vaut mieux vous faire l'image d'un océan avec des vagues sur lequel se déplace, ou flotte plutôt, notre vie. C'est-à-dire que tout ce que nous allons faire durant notre vie dans le futur est déjà parfaitement différent, parfaitement déterminé d'avance, mais ce tunnel qui nous oriente est en train de flotter sur un océan qui a des vagues, et ces vagues, ce sont des vagues de la conscience collective, mais aussi des vagues de notre conscience. C'est-à-dire la conscience crée des vagues. Et ce qu'on appelle les dimensions supplémentaires de l'espace-temps, ou ces choses très étranges, ou qu'on appelle aussi la gravité quantique, ce ne sont rien d'autre que les vagues de notre conscience qui permettent à notre futur, à notre GPS, de bifurquer, c'est-à-dire de changer son programme. Ce que donc je conclus de tout cela, c'est que en fait, le multivers dont nous parlent les physiciens, c'est un multivers d'informations qui nous appartient, qui contient toutes nos possibilités de parcours, et pour lequel notre conscience est un système de navigation, tout simplement. Et bon, ça je vous le ferai éventuellement en question. Tout ça, ça pose effectivement, j'en suis à combien là ? 55 000, ouais. Bon, je vais quand même essayer de faire tout ça, ça pose effectivement quand même un certain nombre de questions bizarres. C'est-à-dire que si notre futur est déjà réalisé, on doit envisager la possibilité que nos intentions soient des souvenirs de notre futur. C'est logique. C'est-à-dire que pour l'instant, par exemple, je n'ai pas d'intention particulière, admettons, sur ce que je vais faire dans 2 ans, mais vu que ce que je vais faire dans 2 ans existe déjà, mais peut changer, au fur et à mesure, si ça ne bouge pas, au fur et à mesure où je vais m'en rapprocher, ben, une intention va débarquer de réaliser ce qu'il est déjà prévu que je fasse dans 2 ans, qui sera plus que dans 1 an ou dans 6 mois. D'accord ? Donc, il est tout à fait légitime de se demander si nos intentions sont libres, si nous avons véritablement un libre arbitre à ce niveau-là, sauf que je vous ai expliqué tout à l'heure que notre libre arbitre pouvait être fondé par le fait que notre futur peut changer. D'accord ? Donc là, on attaque le... Ça veut dire que si parmi les intentions que nous avons de nous réaliser, celles qui sont véritablement libres correspondent forcément à un futur qui n'existe pas encore. Et que donc si nous sommes libres, ça veut dire qu'il s'agit de capter une version de soi-même qui se trouve dans le multivers mais qui n'est pas encore programmée dans l'univers réel. Ça veut dire que nos intentions doivent être captées et non pas émises par le cerveau. Ça veut dire que ce n'est pas une question de cerveau. Ça, c'est la chose la plus importante que vous devez retenir, que vous devez retenir de cette conférence. Ce n'est pas votre cerveau qui est à l'origine de vos intentions libres et authentiques. Ça ne se peut pas. Ça ne peut pas être. Ce n'est pas votre cerveau, et ça je le répète parce que c'est le truc le plus important, votre cerveau ne peut en rien créer vos intentions libres et authentiques. Votre cerveau va, si ça vient du cerveau, disons, parce que ça vient d'ailleurs, après ça rentre dans le cerveau il récupère tout au final. Hein. Mais il y a quand même une différence entre une intention qui proviendrait d'un calcul, par exemple. On a tous plus ou moins tendance à calculer ce qu'on va faire selon nos intérêts. Bon, si nos intentions viennent de ce genre de calcul-là, il est clair que tout ça c'est programmé d'avance, ça n'a rien de libre. Par contre, si nos intentions viennent d'une situation où on est allé au fond de soi-même, on a fait un véritable retour sur soi, on a fait de la méditation, etc., on sort d'une crise existentielle éventuellement,
et on finit par se souvenir de qui on a été dans le passé, du meilleur de ce qu'on a pu donner à la vie, etc. Là, les choses peuvent commencer à être différentes. C'est comme le randonneur qui fait une pause sur le sentier dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, le problème, c'est quel est le système de validation qui va nous permettre de savoir si nous sommes sur un changement, donc si nous sommes dans un véritable acte de libre arbitre, si nous sommes dans un chemin authentique qui va apporter du nouveau dans notre futur, et en général c'est pour notre bien, ou pas. D'accord? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, en faisant référence à Spinoza, nous avons un guide naturel qui est la joie. Lorsqu'après avoir fait un travail sur soi, qui implique quand même une certaine introspection, et être à l'esprit l'air, avoir fait une balade en forêt, dormir, n'importe quoi, faire la sieste, la méditation, etc. Il nous vient une idée, et cette idée nous met en joie, là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez plutôt empêché le cerveau de fonctionner, et puis à un moment donné, paf, il y a une idée qui a débarqué, ça vous a mis en joie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une intuition, ou alors c'est la foi, mais c'est quelque chose qui possède cette aire de transcendance dont la physique nous dit que ça existe nécessairement. Parce que sinon, nous ne vivrions pas dans un multivers. D'accord? Donc, si vous voulez, les informations qui sont susceptibles de nous être apportées et qui impliquent ensuite un acte de véritable libre arbitre, c'est-à-dire par exemple, je vais réaliser cette idée qui me vient parce qu'elle me met en joie, ce sont des intentions qui nous viennent du soi. Alors, qui nous viennent en tout cas pas qui nous viennent des dimensions supplémentaires, qui ne nous viennent pas de notre cerveau. Alors, bien entendu, si nous changeons notre futur, si nous avons cette... Alors, ça ne veut pas dire qu'on change notre futur, ça veut dire que nous avons capté une nouvelle possibilité d'être dans notre futur. Ça ne s'est pas encore installé dans notre réalité. D'accord? Nous avons capté une branche d'un multivers qui n'est pas encore notre réalité. D'accord? Mais nous l'avons capté. Le simple fait de le capter, c'est récupéré par le cerveau, et paf, à partir du moment où c'est dans le cerveau cherche à créer cette voie. Mais il ne sait pas comment faire. D'ailleurs, s'il savait comment faire, c'est probablement lui qui l'aurait imaginé. Donc là, ce sont les hasards. Ce sont les hasards de la vie. Vous avez potentialisé une branche du multivers qui est susceptible de vous amener à réaliser quelque chose qui vous met en joie. Mais pour y arriver, encore va-t-il falloir que vous rencontriez le hasard qui va vous emmener à destination. Alors l'avantage, c'est qu'en potentialisant une nouvelle version de votre vie et en disant non, je ne ferai plus ce que j'étais en train de faire, vous diminuez la probabilité de votre ancien futur et vous augmentez la probabilité de ce nouveau futur qui n'existe pas encore. Et c'est ça qui crée la forte improbabilité du hasard qui vous mène à destination, et c'est ça qui explique le phénomène de synchronicité. À condition de faire attention à tout ce qui arrive d'étrange. Et là, il y a beaucoup de risques de projection. D'accord? Et disons que s'ouvrir à la poésie de la vie et comprendre que notre réalité, notre espace-temps est infiniment plus subtil que ce qu'on peut nous apprendre en sciences ou à l'école, c'est quelque chose de vraiment très 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 important. C'est quelque chose auquel sont naturellement sensibles beaucoup d'artistes, auquel on est également sensible dans les sciences humaines, la poésie, tout ça. Bon. Et c'est quelque chose qui fera partie qui sera revalorisé dans la science du futur, à mon avis, parce que ça va réanoblir l'humain et nous faire comprendre que nous avons des capacités absolument extraordinaires que nous ne maîtrisons pas encore. Donc, c'est une combinaison de l'intention authentique, authenticité authentifiée par le fait que c'est une captation par le cerveau et non pas une création par le cerveau. C'est la combinaison de l'intention et de l'attention dans le présent, l'attention dans toute l'épaisseur du présent qui nous permet de voir les bifurcations potentielles, qui crée la magie de la vie, sachant que toute magie n'est rien d'autre qu'une technologie dont on ne connaît pas encore le principe. Je vais passer là-dessus. Je vais passer également sur ce modèle qui
nous vient du fond des âges et qui retrouve une certaine crédibilité grâce à donc, ce que je vous dis. Et pour en venir au conseil que je donne pour mettre en branle donc, la magie de la vie, c'est-à-dire la possibilité que pour peu qu'on fasse un retour sur soi, nous rencontrions dans notre chemin la chance. Finalement, la chance de trouver par hasard ce qu'on cherche, etc. etc. Je ne vais pas approfondir parce qu'il faudrait donner des exemples, mais disons que le modèle sur lequel je viens de faire l'impasse fait appel à 2 couches supplémentaires de notre réalité, qui doivent être considérées comme des couches d'information de moindre densité, sachant que la matière elle-même est une information, mais de forte densité, et que ces 2 couches supplémentaires se résument en 6 centres, c'est-à-dire 2 fois mental, énergétique, émotionnel. Je vous ai dit tout à l'heure, la réalité, c'est-à-dire la totalité, peut se résumer avec la VIE, vibration, information, énergie. On peut considérer la conscience comme étant faite de vibration, information, énergie, et s'il y a 2 couches supplémentaires à la conscience, correspondant à 6 composants, ça nous fait 2 fois vibration, information, énergie. Si vous mettez l'information à gauche, les vibrations à droite et l'énergie au milieu, vous fabriquez ce modèle de l'âme. À condition de définir l'âme comme étant la réunion de la conscience et du subconscient. On n'est pas obligé, d'autres vont définir l'âme comme étant complètement le subconscient. Bon, je sais que l'âme est un mot interdit en science, hein, je sais. Hein. Mais bon, il faut quand même bien l'asséner parce qu'il va bien falloir le revaloriser, cette affaire. Et donc, vous apercevez que ces 6 composantes interagissent entre elles, et bon, je vais vous le faire rapidement. Pour arriver à recevoir les informations qui nous mettent en joie et qui vont nous dire si on est sur le bon chemin, qui vont nous dire oui, fais ça, oui, etc. Il faut arriver à se déconditionner. Se déconditionner, c'est de lâcher. Lâcher le moi, lâcher le moi, lâcher le mental, donc lâcher le prise, lâcher l'ego, donc détachement, et lâcher l'émotionnel, donc confiance. À ce moment-là, on a automatiquement les connexions avec le soi, donc notre mental supérieur, notre émotionnel supérieur et notre conscience supérieure qui se mettent en place, et ça se traduit par l'apparition de la joie, de la foi ou de l'intuition, respectivement. D'accord? Et donc ça revient à dire qu'il faut d'abord apprendre à sortir des sentiers battus, apprendre à laisser agir, à accepter de changer. Donc ça va être la méditation, ça va être le développement transpersonnel, etc. C'est pour ça qu'il y a autant de succès dans toutes ces démarches de coaching, par exemple, etc., d'hypnose, Et après apparaissent automatiquement les possibilités de donner le meilleur de soi, de prendre des risques de son but d'intérieur avec un grand succès au final. Donc ça, c'est pour l'aspect... mais je vais donc... je pense que je vais arrêter là. Bon, si je vais juste prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. À m'écouter, vous risquez d'avoir tendance à avoir des synchronicités partout. Avoir des signes partout. Donc ça, c'est un grave écueil. Et donc, moi, je préfère vous prévenir, il faut des mois, des années, avant d'études, d'expérimentation, avant d'être capable de discerner correctement. Parce que, si vous voulez, là, ce que vous venez d'apprendre ce soir, si vous n'avez pas déjà un petit peu initié à ça, on risque de se moquer de vous si vous en parlez. D'accord? Donc, il faut garder ça pour vous, parce que ce sont des choses qui sont vraiment très subtiles. On est dans le subtil, et donc, faites vos expériences seuls, sans les partager. C'est un conseil que je puisse vous donner. Fabriquez-vous, tout comme, en général, on fabrique sa vision du monde seul. Fabriquez-vous votre vision du monde seul. Moi, je me suis fabriqué ma vision du monde seul, je n'ai pas eu besoin d'en parler. Il y a beaucoup de gens qui se fabriquent. Ce sont des choses qui sont très personnelles. D'accord? On est dans des choses très profondes. Considérez que ça appartient à votre moi très profond. Et donc, prenez le temps
vivre vous-même ce genre d'enseignement, de le tester par vous-même, hein, prenez le temps de l'expérimenter par vous-même, n'en parlez pas ou n'en parlez pas trop vite autour de vous, parce que c'est tellement facile de dézinguer, de ridiculiser quelqu'un qui vient raconter son histoire de synchronicité, que je vous le déconseille. Moi, j'ai pris beaucoup de précautions à le faire dans mes livres, d'accord? J'ai pris beaucoup de précautions, parce que je voulais quand même expliquer que c'est quelque chose... notre société occidentale est complètement passée à côté. On a complètement éradiqué de la carte. Bon, c'est un peu normal qu'on a essayé de se libérer des religions, n'empêche qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Tout n'était pas à jeter. Certaines traditions, certaines peuplades ont encore conservé des visions du monde qui sont bien supérieures à la vision du monde que nous pourrons avoir dans notre société occidentale. Donc voilà, en conclusion, ne pas croire, mais expérimenter. Voilà, je vous remercie. Très très grand merci Philippe, je crois que c'est un exploit que vous avez réalisé parce qu'on vous a contraint à compresser un discours, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites parfois des conférences d'1h40 ou presque 2 heures. Vous ne pouvez pas vous accorder ce temps de parole, mais il nous reste une bonne demi-heure maintenant pour échanger, approfondir les éléments. Donc la parole maintenant est à vous, je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Et j'arrivais. Je rappelle aussi que Philippe Guillemont est venu avec un certain nombre d'ouvrages, que vous avez tout loisir pour prolonger cette soirée en vous plongeant dans ce qu'il a écrit et vraiment l'élucidation de tout ce qui a été dit ce soir. Et puis comme nos cafés philo sont filmés, vous aurez aussi tout loisir de revisionner tout ce qui a été dit ce soir, y compris les images. Voilà, donc je viens vers vous, on commence. Merci. Votre conférence nous éclaire sur beaucoup, nous ouvre sur beaucoup de champs de vision. Cependant, vous nous parlez de théorie, d'hypothèse, etc. Mais toute théorie doit être validée par l'expérience au travers d'un protocole bien précis. Et toute hypothèse devient consistante lorsqu'elle est passée au travers du cri de la critique. Donc, je voudrais émettre quelques critiques pour peut-être amener la consistance à vos hypothèses et votre théorie. D'abord, premièrement, nos intentions sont-elles des souvenirs du futur? Et moi, je dis non. Pourquoi? On peut le montrer assez aisément. Si les intentions d'Hitler, par exemple, venaient de ses souvenirs du futur, ben, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait parce qu'il aurait vu qu'il allait perdre la guerre, il allait tout perdre. Hein. Quand deux armées sont face à face, si leurs intentions viennent des souvenirs du futur, ils lâcheraient les armes immédiatement, hein, parce qu'il y a l'intuition du futur qui montre que c'est stupide et inutile, puisqu'il y aura un vainqueur et le futur détermine déjà le vainqueur. Donc ça, c'est ma première critique. La deuxième critique, je les énonce, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, je vais en énoncer que 2-3. Sinon, je n'aurai trop. Les multivers, c'est une théorie. Donc, toute théorie, on a le droit d'émettre toutes les théories possibles et inimaginables. Par exemple, la théorie que je peux me réincarner, la théorie que je peux aller au paradis terrestre après ma mort. Tout est bon, tout est valable. Hein. Les multivers, c'est valable aussi. Mais pour que ça devienne scientifique, il faut que ce soit reproductible. C'est-à-dire que toute action qui serait basée sur ces multivers
on peut en faire l'expérience et la reproduire de façon consistante. Et jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est qu'une hypothèse. Et, ok, je peux vous répondre. Là, vous avez monopolisé. Voilà, les choix sont programmés. Moi, je dis que non, les choix ne sont pas programmés et que le futur, nous n'y avons pas accès. Et pourquoi nous ne pouvons pas aller dans le futur ou nous ne pouvons pas aller dans le passé non plus. Dans le passé, lorsque je casse un vase, il y a le principe d'entropie qui nous dit que je ne pourrai jamais le reconstituer. Donc, j'ai beau aller dans le passé, le principe de l'entropie nous dit que de toute façon, ce vase ne pourra jamais être comme il était avant. Donc on ne peut pas voyager dans le passé, c'est pas possible. Bon, et dans le futur, c'est pas vrai. Merci, merci. Philippe, je donne la réponse à la première question. C'est que les militaires n'agissent qu'avec leur cerveau, donc ils ne peuvent pas capter des choses. J'ai parlé de la possibilité de souvenir du futur. Je n'ai pas dit que tous nos souvenirs du futur, bien entendu. Bon. Le troisième point sur l'irréversibilité, c'est la chose que je démonte dans mon livre La route du temps. Mais je ne vais pas vous faire une explication scientifique de la raison pour laquelle cette irréversibilité ne tient pas la route. J'en ai parlé dans mes papiers et dans mon livre, ce serait trop compliqué. Et le deuxième point, c'était... le multivers. Le multivers, c'est une théorie. Bien sûr que c'est une théorie. Et c'est une théorie qui, comme la théorie des corps, est absolument invérifiable. D'accord ? Et je vous parle de choses qui sont quand même considérées très sérieusement par les physiciens les plus illustres du monde entier. Donc c'est quand même quelque chose qui correspond à quelque chose qu'il faut envisager et qui vient combler le vide qui vient du fait qu'on était anciennement dans des croyances déterministes qui sont devenues fausses parce que vous me parlez de théorie, mais le paradigme mécaniste dans lequel on se trouve plongé aujourd'hui et tout ce qui fait votre propre pensée, monsieur, est devenu aujourd'hui complètement faux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes certainement quelqu'un qui croit au moins une de ces 10 choses. Vous êtes certainement quelqu'un qui croit que le libre arbitre ou l'existence de l'âme sont des illusions, etc., etc. Ce ne sont que des théories. Rien n'a jamais été démontré là-dedans. Si, à un moment donné... Bon, ben, c'est parfait. Voilà. Bon, mais ça, c'est la pensée mécaniste. Tant qu'on pense comme ça, tant qu'on pense ce genre de choses, et qu'on croit que ça nous vient de la science, eh bien, on reste piégé par un système qui nous enferme et qui va nous empêcher de nous éveiller à notre véritable nature. Voilà. Bon, je vous remercie pour vos questions. J'ajouterai un tout petit complément, si vous m'y autorisez. Je crois que, avec toute l'amitié que je te porte, tu as une vision un peu ringarde de la science. Très 19e siècle, début 20e. Je crois que plus la science avance, plus elle arrive aux limites de l'impossibilité de la démonstration et de la preuve définitive. Je te renvoie à un livre qui m'avait marqué il y a bien longtemps, qui s'appelle « Aux confins de la science » de Richard Morris, qui est un très beau livre traduit de l'américain, dans lequel l'auteur montrait effectivement que la science progressant et ayant des visions de plus en plus globales de la réalité, et non plus parcellaires comme ce fut très longtemps le cas, on arrive à des théories scientifiques comme la théorie des cordes, etc., qui sont en effet à tout jamais, sans doute à tout jamais invérifiables. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que parce que ces théories, telles qu'elles sont construites et telles que notre cerveau fonctionne, sont à tout jamais invérifiables? Est-ce qu'on les jette à la poubelle et qu'on revient à Newton? Ou est-ce qu'on essaye de prendre en compte ces constructions qui font quand même consensus chez de très majorité, je dirais, d'astrophysiciens, de physiciens quantiques en particulier? Je crois que la sagesse et le bon sens consistent à en tenir compte, même si on n'est plus dans la vérification,
je crois que tu as dû avoir un prof de philo qui a dû te faire du Claude Bernard et ça a laissé des traces indélébiles dans ton cerveau. Moi, j'ai peur que ce soit ça. C'est la faute de ton mauvais prof de philo. J'arrête de plaisanter. Oui, j'arrive. Merci beaucoup pour cette magnifique conférence qui nous ouvre des voies multiples. Alors il y a quelque chose qui retient mon attention, c'est dans la définition du soi, vous avez inclus donc la foi comme prise de risque. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, parce que je suis allé très vite. Voilà. Donc pour moi, la foi, c'est un mot qui m'ennuie parce qu'elle implique la plupart du temps un dogmatisme. Donc, voilà, j'aimerais avoir plus de précision là-dessus. Merci. Merci pour votre question. Pour moi, la foi, c'est le contraire des croyances. Donc, il ne faut pas confondre. Et bon, il y a une confusion générale. En général, les scientifiques vont reprocher aux religieux d'avoir la foi, sous prétexte que les religieux auraient des croyances, alors que c'est pas du tout ça, parce que cette foi, c'est quelque chose qui est émotionnel. Et c'est les scientifiques qui, en fait, ont des croyances. Qu'on dise qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, c'est une croyance. Moi, je n'ai pas cette croyance. Dieu existe et n'existe pas. En même temps, ça ne me pose aucun problème. En ce qui concerne la foi, est-ce que c'est relié au soi? Alors, c'est pas, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle la foi et le soi. Le soi, c'est une entité qu'on ne peut pas véritablement conscientiser, puisque c'est fondamentalement au fond de soi. Par contre, c'est la connexion à ce grand nous-mêmes, la connexion à cette entité supérieure qui se traduit par autant de manifestations psychologiques qu'il y a de connexions. Il y en a essentiellement trois, il y en a d'autres, mais bon, il y en a trois principales, puisqu'il y a trois centres principaux pour la conscience. Donc quand ça passe par la vibration, cette connexion va donner une sensation de foi, c'est-à-dire qu'on va avoir confiance, on va exactement savoir quoi choisir, quoi dire, quoi faire, parce qu'on est porté par la foi. Exprimer, même exagérer, ça va même vers l'état de grâce. Tout le monde a peut-être un peu vécu un état de grâce dans sa vie. Moi, j'en ai vécu dans des circonstances très technologiques. Bon, ensuite, il y a l'intuition. L'intuition, quand vous avez la solution d'un problème qui débarque à un moment donné complètement incroyable et qui vous met en joie, voilà, vous avez encore un autre type de connexion. Et vous avez la connexion des personnes qui sont très naturellement reliées, mais parce que ça demande une discipline de vie assez extraordinaire. C'est la joie, directement la joie qui se transmet en tour de soi. Voilà. Enfin bon, ça c'est les trois connexions principales au soi, mais à ne pas confondre avec le soi, ce sont simplement des connexions, c'est-à-dire des réceptions d'informations qui nous viennent de l'extérieur de ce qu'on appelle l'espace-temps. Voilà. Je sais que ce que je dis a une cohérence. Je sais que cette cohérence n'est pas socialement acceptable. Mais c'est notre société qui doit évoluer, c'est pas moi. Voilà. Dans votre argumentation, vous avez soutenu, me semble-t-il, cette idée qui me paraît vraiment extraordinairement surprenante, à savoir que la réalité, elle n'existe pas. Ah oui, pardon. Vous m'entendez pas? Si. Oui, c'est la raison sur laquelle la réalité n'existe pas. Alors, en tant que physicien très très basique, j'en déduis que la matière n'existe pas, d'ailleurs vous l'avez dit. Oui. Et... On a tout fait couper, à l'arrivée, il y a une... je suis d'accord. On vient de faire deux expériences absolument remarquables qui ont consisté à prouver l'existence du boson de Higgs, c'est la première, oui. Qui prouve indiscutablement que le concept de masse, à ma connaissance, n'est pas une vue de l'esprit. Et puis, on a aussi mis en évidence
des entités de matière absolument considérables qui sont les trous noirs, on les a vus par des expériences absolument remarquables. Alors, ma question est très rapide, je vais pas... Oui. Maintenant, est-ce que vous considérez que ces deux expériences, là je reviens à l'idée d'expérimentation, sont des produits d'une conscience complètement folle, d'un inconscient complètement fou de ces physiciens de base que vous avez l'air de... Ah non, je suis désolé. Les physiciens eux-mêmes vous le diraient, que la matière n'existe pas telle qu'on l'aperçoit. Il s'agit de retrouver un point de vue intuitif sur la réalité. Ce qu'on croit être de la matière n'est pas de la matière. Ce qu'on croit être de la matière, c'est plutôt un vide qui s'agrège autour d'une zone de l'espace. Enfin, une de ces BD vous l'expliquera mieux que moi, hein, mais la matière vient du vide. Et si on essaye de la mesurer, de l'identifier, etc., finalement, le mieux qu'on puisse faire, c'est de la réduire à des vibrations. Hein, bon, des vibrations, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière dont est-ce qu'on va utiliser des cordes, est-ce qu'on va utiliser des espèces de chaînons, enfin, comme en gravité quantique à boucle, enfin, c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, les images abstraites que les mathématiques nous donnent de la matière, et que les expériences scientifiques corroborent, indirectement, parce qu'on ne peut pas palper les tréfonds de la matière, ce sont des images qui n'ont rien à voir avec les représentations que nous avons, nous, de la matière. Et ça ne... Écoutez, moi, je suis hyper attaché à la science et aux expériences scientifiques, je suis un ingénieur en plus. Je veux dire, pour moi, ces travaux qui sont faits au CERN, etc., sont des travaux qui sont tout à fait louables, évidemment. Je ne remets absolument rien en question sur les mesures qui sont faites. Vous comprenez? C'est pas parce que j'ai un discours qui a l'air spiritualiste, ésotérique, etc., que je me renie en tant que scientifique, en tant qu'ingénieur. Je suis moi-même au charbon. Donc elle existe. Elle existe cette matière. Non. Il est préjudiciable de se faire une vision du monde, il est préjudiciable psychologiquement parlant, il est préjudiciable pour l'équilibre de se faire une vision du monde dans laquelle on a besoin de la notion de matière. C'est préjudiciable. Ça rend con, pour le dire brièvement. L'idée que nous vivons à l'intérieur d'un monde qui est fait de matière se déplaçant dans l'espace, etc., c'est une idée extrêmement naïve. C'est une idée qui sera considérée comme primitive par nos successeurs du futur, et qui vont expliquer comme ça, ils croyaient dans l'ancien temps que... Et c'est pour ça qu'ils étaient aussi cons. Voilà. Claude, tu m'as fait comprendre que que j'ai bien fait de prendre ma retraite de prof de philo, parce que j'ai passé 40 ans de ma vie à dire à mes élèves et étudiants que la matière n'existait pas. Donc il était temps vraiment que j'arrête. Oui. Parmi les probabilités, il y a un truc que j'aimerais bien, c'est trouver les numéros du loto. On doit pouvoir y arriver parce que c'est quand même de la place matière bien déterminante. Mais aujourd'hui, je rebondis là sur VIE. Il y a des gens depuis un certain temps qui sont arrivés à observer les sauts d'énergie des électrons. Et donc c'est de la vibration, c'est de l'information et c'est de l'énergie, puisque la matière c'est de l'énergie de saut. Il y a des gens qui sont arrivés sur la base de ça à utiliser donc par exemple les couples intriqués d'ions et qui arrivent à faire des choses pseudo-aléatoires, on va dire. Alors, est-ce qu'on est dans l'aléatoire ou est-ce qu'on est déjà dans le déterminé? Au niveau de l'intrication, on n'est pas dans le pseudo-aléatoire, on est dans l'aléatoire pur. Ce que refusait Einstein, qui disait lui-même je refuse que Dieu joue au nœud. D'accord? Les physiciens n'ont pas encore expliqué d'où venait l'information qui intervient dans le hasard quantique. D'accord? On ne sait pas d'où ça vient. J'ai des collègues physiciens comme par exemple Antoine Suarez, rejoint aujourd'hui par Nicolas Gisin en Suisse, qui ont quand même fait reproduire, les premiers à reproduire la fameuse expérience d'Alain Aspect qu'il a fait en 82 dans le domaine relativiste, donc c'est pas rien, qui me rejoignent aujourd'hui, ou je ne sais pas, c'est moi qui les rejoins, en
disant que ce sont des informations qui sont extérieures à l'espace-temps, des informations qui interviennent dans le hasard. Alors, et moi, je les interprète comme des informations qui servent à la coordination de notre espace-temps. Je viens de faire une publication scientifique, reviewée par des reviewers, etc., où j'explique que cette coordination extérieure à l'espace-temps, qui implique donc l'intervention du hasard quantique, c'est quelque chose qui intervient comme une espèce de couche supérieure de notre réalité, qui serait constituée d'un cerveau qui vient gérer le problème que pose la commutation de nos lignes temporelles, c'est-à-dire que si je change la trajectoire d'un individu, je suis obligé de changer la trajectoire de ceux qu'il a rencontrés, etc. Ça crée une intrication et quelque chose qui peut même devenir très compliqué, et dont on a l'impression que ça peut comme ça se perpétuer jusqu'à l'infini et que donc ça ne serait pas possible. Mais en fait, c'est gérable pour des systèmes très simples, comme le billard. J'explique comment on le fait pour le billard. Et c'est donc, si c'est vrai pour des systèmes très simples, on peut imaginer que ce soit vrai pour des systèmes extrêmement compliqués. C'est-à-dire que finalement, la conscience jouerait le rôle de cerveau immatériel, coordinateur pour nos lignes temporelles. C'est-à-dire que, en apparence, nous ne pourrions pas changer la réalité, mais encore que c'est une apparence illusoire, puisqu'on n'a pas la connaissance de notre futur. Mais il faut imaginer que notre futur actuel est composé de scénarios, et que ces scénarios peuvent commuter. D'accord? Comme le réalisateur d'un film qui dit, bon ben là tu vas me faire une coupe, ah ben tiens là on va changer la séquence, etc. Vous voyez? Ben, je dis les choses au plus simple. C'est-à-dire que nous sommes en train de fabriquer une réalité qui est comme si nous fabriquions un film, et ce film, pendant qu'on est en train de le jouer, il est encore en train d'être réalisé. On a le droit de changer tant qu'on ne l'a pas vécu. Vous voyez, c'est ça l'idée du modèle de la réalité que je propose. Seulement. Oui. Bonsoir. Alors, moi, j'ai arrêté la physique en seconde, donc je suis totalement béotien. Vous m'avez un peu perdu avec les multivers. Comment dire on vit dans un système qui est ordonné, défini, il y a des lois définies, sinon le monde n'existerait pas. Si tout a un début et tout a une fin, donc le monde a un début, le monde a une fin, donc la flèche du temps, donc le principe d'entropie, c'est une question subjective, je dirais. Et donc, comme tout est organisé et cohérent, est-ce qu'on peut prendre un point de vue a posteriori et imaginer que, comme le futur est défini, on parlait de futur prédéfini, on pourrait, à partir du futur, imaginer un multivers, mais du passé, c'est-à-dire des passés possibles. Donc, ça, c'est la première question. Et puis, il y a une question au niveau de la cohérence. C'est-à-dire que, comme on vit dans un monde cohérent, nécessairement, sinon on n'existerait pas, en se plaçant aussi a posteriori, en allant du passé dans le futur, si on se place a posteriori, les événements arrivés ont forcément des causes bien définies et précises, sinon ils n'existeraient pas tels qu'ils se présentent à nous. Donc ce que je veux dire, c'est que imaginez que l'on aurait des potentialités, un multivers, le fait d'avoir un libre arbitre, je veux dire, ce serait imaginer qu'on s'affranchirait des règles qui régissent donc l'univers, puisqu'on arriverait à dépasser les contraintes du système au sein duquel on s'inscrit, au sein duquel notre parcours de vie s'inscrit. Et même s'il y avait des dimensions supplémentaires, mais pour qu'elles existent, il faudrait qu'elles soient cohérentes, et comme elles sont cohérentes, elles s'ajouteraient à la cohérence de l'ensemble, et donc de toute façon, il ne pourrait pas y avoir plusieurs possibilités dans la mesure où ça pourrait intervenir l'aléatoire. L'aléatoire et le hasard, c'est le chaos. Le chaos, c'est le contraire de la cohérence. Ok, je n'ai pas bien compris si c'était une question ou un exposé. J'ai arrêté la physique en ce moment. Je me suis souvenu un peu du début, après j'ai mal compris. Donc vous dites pourquoi n'y aurait-il pas un multivers en allant vers le passé? Oui. Et qu'est-ce qui a un début et une fin? L'univers? Plus personne ne croit qu'il y a un début de l'univers. Oui, et ni une fin.
Ça, c'est la vision archaïque. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, puisque le temps n'existe pas. Je vais quand même répondre, parce qu'il y a quand même une idée intéressante, c'est qu'effectivement, monsieur a proposé qu'il puisse y avoir un multivers dans le passé. D'ailleurs, vous avez l'air de mieux le Oui, c'est concevoir. intéressant. Effectivement, il n'y a absolument rien qui nous oblige à penser que le passé, s'il existe encore, puisse être absolument figé à jamais. Si le passé résulte du présent, il n'y a aucune raison de figer le passé, puisque le présent change tout le temps. D'accord? Imaginez que je me sois fait une blessure en randonnée il y a 1 an, et que donc je me sois fait une petite blessure, et que bon, ça m'a fait mal sur le cou, et que quelques heures après, terminé, les cellules se sont refermées, et je l'ai oublié dans ma conscience. Donc je suis en train d'inventer. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai effectivement vécu ça, et que je l'ai oublié, rien que de tout à fait normal, et que je viens en témoigner aujourd'hui, on va me prendre pour un hurluberlu. Ben non, puisque c'est tout à fait possible que mon passé se soit reconstruit en éliminant la blessure. Puisqu'il n'y a absolument rien qui peut prouver, ni dans ma mémoire, ni dans mon corps physique, que j'ai vécu cette blessure. Donc ça, c'est une façon de vous faire comprendre que le passé peut parfaitement changer, d'accord? Et qu'il peut parfaitement y avoir un multivers dans le passé, tout comme il y a un multivers dans le futur, et c'est ce que j'exprime avec cette figure, sauf que dans le passé, il faut aller le chercher beaucoup plus loin, d'accord? C'est un peu la rétrocausalité, non? Ce que vous êtes en train de définir. Il y a la rétrocausalité et la causalité, c'est la même chose, ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est pas ma théorie personnelle, hein, ce sont des Français qui, depuis belle lurette, comme Olivier Gustave de Beauregard, comme même Thibaut d'Amour aujourd'hui en a parlé, même quand physicien envisage très sérieusement la rétrocausalité comme étant tout à fait logique dans un univers à partir du moment où le futur est déjà réalisé, il y a une symétrie. Bonsoir, merci. Une question très basique. Vous avez parlé au moment des synchronicités. Donc, par exemple, une rencontre. Une rencontre, tout se passe pour que... Enfin, cette rencontre n'a pas lieu. Et peu de temps après, la rencontre a lieu alors qu'elle ne devait pas se faire. Et vous avez dit, c'était parce que c'est bon, un autre chemin s'est créé, parce que c'est bon pour l'univers. Donc, est-ce qu'on choisit inconsciemment un autre chemin pour faire du bien à l'univers, ou est-ce que c'est l'univers qui influence la rencontre, qui était improbable et qui se fait quand même? Oui. Alors là, il y a deux choses différentes. Je n'ai pas parlé de synchronicité quand j'ai parlé de ça. Hein. J'ai parlé d'influence du futur. Il n'y a pas du tout nécessairement de synchronicité. Et je rappelle que dans le cas des synchronicités, il faut avoir affaire à un événement extrêmement improbable et qui est en corrélation avec notre état de conscience, ou en tout cas nos pensées et la situation dans laquelle on se trouve. Ce qui est quelque chose de fondamentalement rare. Donc attention à ne pas voir des signes de synchronicité partout. Là, c'était vous parler de... Je parlais d'un cas très précis. Je devais aller à un mariage à Paris et avec une amie... Prends le micro. Je devais aller à un mariage à Paris. Donc le mariage, après 15 jours avant, le mariage se rétracte, ça n'a pas lieu. Et moi, je n'ai pas pu annuler mon voyage, je l'ai fait quand même. Et je rencontre la mère du marié au Trocadéro. Alors que c'était improbable, il y avait de canus, c'était extraordinaire. Ça, c'est très intéressant. Voilà. C'est ce genre de choses que la science va devoir étudier. Comme si mes pas m'avaient guidée, je sortais d'une expo au musée d'Imé, et c'est comme si mes pas m'avaient guidée au Trocadéro. Voilà. C'était très improbable de rencontrer la mère du marié. Excellent. Et ça, c'est toute la vie qui est faite de choses comme ça. Tu trouveras cet exemple dans la prochaine livre de Philippe. Donc l'explication, c'est que il y a un ancien futur qui ne s'est pas réalisé, et qui s'est créé, dans lequel vous aviez cette rencontre, qui par son pouvoir émotionnel, a conservé une trace dans l'espace-temps,
Et puis finalement, malgré l'annulation du rendez-vous, eh bien, nos trajectoires ont fini par se croiser parce qu'il y avait une information qui subsistait à ce niveau-là. Voilà, ça c'est la science du futur. Voilà, je pense que c'est... Avant de continuer à passer le micro, moi j'ai une question qui enlépine. J'arrive mal à faire l'articulation entre deux affirmations. C'est parce que vous êtes allé très vite, je suis sûr que vous allez nous expliquer tout ça. Première affirmation, le futur existe déjà. Et deuxième façon, quand nous savons être libres et aller au fond de nous-mêmes, nous captons quelque chose d'un futur qui n'existe pas encore. Bon, il n'existe pas encore, mais il existe quand même quelque part, ce futur. Sinon, ça serait, on capterait du néant. Voilà, donc d'où vient ce futur qui n'existe pas encore? Dans une autre dimension? Voilà, c'est ça que je voudrais savoir. Ben, on dispose de suffisamment de dimensions, hein, on peut en utiliser à l'infini. Non, la mécanique quantique, aujourd'hui extensible à l'échelle macroscopique, hein, vous avez notre grand physicien Thibaut Damour, qui fait de la cosmologie quantique, hein, qui d'ailleurs lui-même parle de multivers à l'échelle macroscopique, qui nous explique qu'il faut concevoir, et il n'est pas le seul, hein, il faut concevoir notre réalité comme composée d'une superposition de tous les possibles. Même moi, je vous le rappelais tout à l'heure, c'est des concepts qui ne sont pas évidents. Nous ne vivons pas dans un monde de réalité bien définie, nous vivons dans un monde de probabilité. Ce qu'on appelle le champ quantique, pour ceux qui ont la théorie des champs quantiques, ça décrit des probabilités. Il n'existe que des probabilités d'exister. D'accord ? Imaginez quelque chose, je fais un patatoïde, c'est quelque chose de flou, je fais un pic, c'est quelque chose de dense. Alors, on va voir le pic, tiens, on va dire, là, il y a une information, il y a de la matière, là. Plus c'est dense, et plus c'est de la matière. Mais ça reste un pic. Et si ce pic, vous le lissez, eh bien, ça devient un champ. D'accord ? Ça devient quelque chose qu'on appelle un champ de probabilité, etc. Toute la réalité est faite de choses qui sont mal définies. Sinon, il faudrait une quantité d'informations infinie pour décrire les choses. Parce que si vous prenez la position d'un objet dans un espace, allez, mettons 2,5, 1, 3, 4, 6, 8, 9, je peux continuer toute ma vie de débiter les coordonnées de cet objet. Et à la fin, cet objet va contenir une information supérieure à la taille de l'univers. Donc vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche. La position des choses n'existe pas. Tout ça, ce sont des vues de l'esprit. Et en réalité, c'est plus facile à comprendre lorsqu'on fait justement un renversement de perspective qui consiste à dire que tout est conscience. Si tout est conscience, on n'a pas besoin d'un espace avec des points dont les coordonnées nécessitent avec un point de matière dont les coordonnées nécessitent une quantité d'informations infinie. Puisque tout ça, c'est créé par la conscience. L'espace, d'ailleurs, la meilleure preuve que l'espace est créé par la conscience, c'est que si vous voulez comprendre les courbures de l'espace, les trous noirs, etc., ça passe beaucoup mieux intuitivement si vous comprenez que notre espace est une création de notre conscience collective. Comprendre que notre espace, y compris notre espace-temps, est une création de notre conscience collective est la meilleure façon de retrouver une vision intuitive de toute la physique, une vision sensée, cohérente. La physique nous montre les preuves du fait que la matière n'existe pas. Et elle nous montre les preuves que l'espace n'est pas quelque chose de rigide, qui préexiste à ce qu'on met dedans. Il faudrait que je fasse une conférence de 5 heures à chaque fois. Bonsoir, merci. Je voulais vous poser une question. La sensation de déjà vu appartient au passé ou au futur? Ça, c'est le col. Vous l'avez déjà posé plusieurs fois. Ça peut être les deux, hein. Mais il est possible effectivement d'avoir déjà vécu des choses qu'on va vivre, de sentir qu'on a déjà vu quelque chose, parce que soit on les a déjà vus dans le futur, soit on les a déjà vus dans le passé. Quand on n'arrive pas à se l'expliquer, c'est peut-être à mettre dans la catégorie des souvenirs du futur. Mais d'un futur qui peut aussi ne plus exister.
le don de prémonition. Alors, avant même que mon père ait eu un accident, il a failli me tuer, elle disait à mon père, tu vas avoir un accident et ta fille risque de mourir. Voilà, comment faisait-elle? Et c'est arrivé. Comment ça s'est passé? Et souvent, elle avait, avant que les choses n'arrivent, elle savait qu'elles allaient arriver. Mais on ne pouvait pas changer le destin. On n'a pas pu. Moi, je suis montée dans la voiture de mon père. J'aurais pu ne pas y monter. Alors, cet accident, il a eu lieu? Oui, il commence à être vieux maintenant. Mais oui, j'ai eu beaucoup de soucis. Mais ça a changé ma vie, effectivement, le fait d'avoir un accident. Mais pour dire comment ça se passait avec ma mère, c'était comme ça. Et moi-même, maintenant, je fais des rêves, quand elle est morte l'année dernière, je fais des rêves avant qu'elle ne meure, j'ai rêvé qu'elle allait mourir. J'ai vu son avis de décès. Comment je suis avertie? Écoutez, je ne peux pas vous donner le mécanisme exact d'un point de vue, en tout cas neurophysiologique, puisque ce champ de la science n'investigue absolument pas ce genre de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si par contre on commence à investiguer scientifiquement les états de conscience modifiés, comme l'état de transe, il y a des expériences scientifiques qui démontrent qu'effectivement, certaines personnes qui sont capables de se mettre en connexion avec des réalités que je ne nommerai pas, réussissent à modifier leur cerveau un peu comme si elles avaient toutes les psychoses réunies en même temps. Et pourtant, elles sont parfaitement normales. Disons qu'il y a, il y a une objectivation de plus en plus de la réalité, de la possibilité qu'ont certaines personnes de s'extraire de leur conditionnement du cerveau pour arriver à lire, pour arriver à voir. Bon, mais là, j'aimerais pouvoir en parler beaucoup plus longtemps, pour arriver à se projeter dans d'autres réalités, et cette projection, elle peut concerner le futur, tout comme le passé, comme les espaces infinis de l'univers. Parce que tout simplement, je vais le résumer, notre conscience est un système de navigation, mais notre conscience est un système de navigation dans toutes les réalités. Dans toutes les réalités, je parle ici de surréalité. Nous sommes dans un univers de conscience où l'on navigue par la pensée. C'est normal. Et on peut se connecter à n'importe quelle réalité par la pensée, mais pas dans notre densité physique, parce que dans cette densité physique quadridimensionnelle, nous sommes limités par notre cerveau. Et si on considère que certaines personnes ont la capacité de s'abstraire plus ou moins de cette limite, alors on peut imaginer qu'effectivement elles peuvent aller lire des informations qui appartiennent au futur. Voilà, bon là. Quand madame dit on ne peut pas changer, moi je faisais sourire mes étudiants en leur disant la chose suivante: si une voyante extra-lucide apparemment très fiable me dit que vous allez avoir un accident de bagnole dimanche je reste à la maison et personne n'a eu d'accident dans son salon, donc je modifie la prévision, voilà. Ou alors je suis malade, hein. Si j'ai confiance en la voyante et que je sors quand même en voiture, c'est que j'ai envie de crever, voilà. Ça me paraît très simple, hein. Geneviève, peut-être la dernière, parce qu'après vous allez continuer. Non, on ne peut pas, hein. Il y a des livres à signer, on a un repas, donc désolé, mais à un moment donné il faut que ça s'arrête. Vous irez l'interroger sur son stand. Bonsoir. Dans l'espace et dans le temps, juste une question: où situez-vous l'éternité, ou comment la situez-vous? L'éternité, c'est par définition la situation dans laquelle on se retrouve en dehors du temps. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Là, ce sont des questions vraiment hautement philosophiques. Et Philippe serait peut-être mieux placé que moi pour répondre. Bon, désolé pour ceux qui avaient encore des questions. Philippe va être là avec ses bouquins. Vous avez tout loisir pendant un petit quart d'heure peut-être, avant qu'on passe à table aussi, pour ne pas faire coucher les gens d'auberge à 3h du matin. Donc merci en tout cas. Vous avez tout loisir. Vous pouvez continuer à vous intéresser à tout ce qui a été dit en lisant ces livres, en regardant à nouveau la soirée filmée sur notre site. Voilà, très bonne soirée, très bon week-end à toutes et à tous.